suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour un update lecture. Oui. Alors je tiens à dire, j'ai prévu une bouteille d'eau à côté, puisque il y a énormément de romans. Voilà, c'est-à-dire que là vous avez un update qui compte une bonne partie de mon mois de décembre, et j'ai lu beaucoup de BD parce qu'il fallait absolument que j'avance ma palle de BD parce que ça ne rentrait plus dans mon tiroir. Donc j'ai beaucoup de BD et j'ai lu beaucoup de romans, et il y a de sacrées merveilles. Et une grosse purge et des trucs mi-molles. Mais plutôt bien quand même. Mais il y a des merveilles, c'est ça qu'on va retenir. On va donc commencer. Ouh, attends, avant de commencer, est-ce que tu es au courant que j'ai une chaîne dédiée aux livres? Elle est sortie il y a quelques jours. Oh, je sais, c'est fifou. Tibookin, voilà, je vous mets le lien ici. Je continue mes updates pile à lire et book haul sur ma chaîne principale, mais sur cette chaîne dédiée, je vais faire des petites reviews consacrées à un seul titre, des Read With Me, des vlogs lecture, bref, je vais pouvoir aller un peu plus loin dans ma passion du monde du livre. Donc si jamais ça t'intéresse, bam bam, première vidéo demain. Enfin, il y a déjà une vidéo, mais c'est introduction, présentation. Première vidéo officielle demain. Abonne-toi! Maintenant que tu allais t'abonner, enfin si ça t'intéresse bien entendu, sinon tu ne le fais pas, hein. Bien entendu, tu es libre de tes petits choix. On attaque? Ah non, mais parce que je vous dis, ça va durer un moment, hein, entre ce que j'ai adoré, ce que je vais déglinguer et les mimoles, et ben il y a quand même pas mal de travail, hein. Donc j'espère que tu es bien installé, hein, petit chou, que tu es confo avec un petit plaid, un truc qui se boit, qui est agréable, genre chocolat, thé, verveine, citron, ça existe, verveine, citron? Verveine tout seul, oui, mais verveine, citron, je sais pas si c'est bon. Vous me direz, notez que j'en boirai pas, mais... On y va! Let's go! Ah, j'ai découvert des sacrés trucs en BD aussi. Alors, par quoi je commence? Un truc de ouf ou un truc... On va commencer par un truc vraiment sympa. Morgane de Fert et de Kansara. Alors, pour le coup, celui-ci, j'étais assez impatiente puisque j'avais déjà lu Peau de 1000 bêtes et Blanc autour. Pour une fois, je crois que j'ai les bons titres et je vous mettrai les visuels du même illustrateur et auteur, et j'avais adoré. Du coup, j'étais très impatiente, mais en même temps j'avais un peu peur, puisque j'avais eu quelques commentaires de personnes qui disaient qu'ils n'avaient pas trop aimé. Ben moi je l'ai adoré. C'est une réécriture des légendes arthuriennes avec Morgane, la fée Morgane, très féministe, très féministe, très badass et très stylée. Personnellement, ça a été totalement de mon goût. Alors c'est assez noir, assez sombre, donc je peux comprendre que ça dérange. Il y a des scènes qui sont très dérangeantes d'ailleurs, hein, voilà, on s'en cache pas. C'est adulte, voilà, c'est pas... de toute façon, s'il y a un boob sur la couverture, on peut se dire que c'est pas pour les petits, hein. En général, les boobs pour les petits, on les cache, voilà, pas pourquoi. J'ai mon œil qui a été attiré en hauteur parce qu'il y a un espèce de... C'est une punaise, je crois, qui est en train de marcher le long de mon rideau. Mais j'ai vraiment la flemme de la virer, donc on va la laisser faire sa vie, hein. C'est punaise les trucs que quand t'écrases ça pue. Bon, en tout cas, il y a ce truc-là. Bref. Du coup, Morgane, ça a été donc une très belle découverte pour moi. Je sais pas si du coup je peux vous la conseiller, parce que de mon côté, ça a été un grand oui, mais en même temps, je comprends totalement que ça ait pu déranger, donc je dirais que c'est en fonction de votre sensibilité. Aussi, si vous connaissez un peu les légendes arthuriennes ou pas, parce que je pense qu'il faut savoir un petit peu la réalité pour apprécier les nuances là. Sinon, si vous commencez à croire que ça c'est la réalité, ça peut être vraiment dérangeant très fort. En tout cas, pour moi, ça a été une réussite et une très belle découverte, très contente, et je l'avais reçu dans la cube, donc ravie. Second roman graphique que j'avais reçu dans une cube, George Sand, Ma vie à Nohant, de Chantal van den Heuvel et Nina Jacquemin. C'était dur à dire le premier nom. Trop bien, c'est pareil. Alors ça pour le coup, j'avais vraiment aucun doute sur le fait que ça me plairait, j'avoue. C'est un roman graphique qui parle donc de George Sand et qui raconte sa vie. J'avoue que je connaissais de nom uniquement, hein. J'étais pas familière du tout ni de son œuvre ni de sa personne. Ça a été une excellente découverte, je ne connaissais rien de cette dame, et bah purée! Mais quelle claque, quelle force, quel caractère de merde d'ailleurs à des moments, mais quel caractère! Et elle a connu des gens! Mais elle a connu des gens, elle a eu des amants de ouf! Elle a été la maîtresse de Chopin. Enfin plutôt, Chopin a été son amante, tellement, enfin... Oh, c'était fou, elle était pote avec Flaubert! Non mais... T'imagines? Genre, ils allaient en ville et ils discutaient tous ensemble. Oh, ça devait être fou. Oh, j'aurais trop aimé faire un petit voyage dans le temps en étant une petite souris. Non, mais de manière fictive, parce que, en vrai, je serais morte, du coup, mais, parce que je suppose que les souris, ils les crevaient vite, hein. Mais du coup, ouais, non, mais, oh, c'est bluffant de voir tout ce qu'elle a fait, la force qu'elle a eue. Quelle femme! Quelle femme! Alors, elle avait l'air d'être sacrément chiante. Vraiment. Mais en même temps, oh la vache! Quelle productivité, quelle âme, ça c'est vraiment genre, ce qu'on appellerait, je pense, une âme qui brûle, tu sais. Genre, tu te réchauffes à son contact, mais ça fait mal aussi, parce c'est une tornade, cette meuf. Oh, c'est incroyable, c'est très inspirant, j'ai très envie de lire ses productions, du coup. Donc voilà, je le recommande, hein, du coup, pour peu que vous vous intéressiez
à cette personne, foncez. Et j'ai envie de dire, même si vous connaissez pas. C'était mon cas et j'ai adoré. Je suis en train de voir, je vais terminer les BD par The Coup de cœur de la Muerte, je fais le reste d'abord. J'ai lu les 3 tomes des Fils del Topo. Alors ça c'est perché aussi. Hein. C'est très grand, c'est très lourd, c'est un coffret magnifique avec ces 3 tomes à l'intérieur. En gros, c'est une histoire qui à la base devait être un film, qui a été un film, mais qui a été refusé partout parce que trop choquant. Tu m'étonnes. Et en gros, c'est l'histoire du coup, alors c'est assez perché, hein, mais c'est un homme qui a 2 enfants, bah c'est clairement Abel et Cain, hein, voilà, dans la Bible, et Cain et Seth, je sais plus. Bon, en tout cas, les 2 fils de la religion. Et donc c'est dans l'époque cow-boy, et t'as donc un cow-boy qui est un peu une sorte de dieu, en tout cas de divinité, et il a un fils qui est le préféré, qui vit sainement, et un fils qui est maudit, qui vit à l'écart, loin des hommes. Et c'est grave perché du coup, mais il y a des trucs hyper dérangeants, vraiment. Il y a un moment, il y a le cadavre d'une maman qui doit se faire trimballer pour être une relique sainte et qui se fait couper en morceaux. Et non mais voilà, c'est très perché, mais c'est bien fait, vraiment. L'histoire est comment dire ça, t'es emporté quand tu le lis. Genre vraiment, j'ai lu les 3 tomes d'un coup. Par contre, oui, c'est pas pour tout public, hein. Il y a du cul, il y a pas trop de cul que ça, mais t'as quand même des femmes qui se prostituent, t'as des morts partout. Ah, ça meurt fort, ça meurt partout, c'est vraiment, bof. Et, mais t'as une histoire de rédemption, c'est très biblique, hein, comme texte. Et en fait, c'est un mélange de biblique et trash. Voilà. En même temps, la Bible, c'est plutôt trash, hein, techniquement, vu ce qui s'y passe, mais, donc, c'est dérangeant, intéressant, chelou, et en même temps assez évident. Donc ah si, il y en a une, elle est chelou. Il y a une petite gamine qui est... Oula, c'est lourd, je ne tiens plus. Une petite gamine qui est fascinée par... je crois que c'est Cain. J'avoue, je l'ai lu il y a un peu plus d'1 mois, donc je mélange les frangins, mais qui est fascinée par le frère maudit. Et elle se fait torturer de partout, mais comme c'est une sainte, bah du coup, elle s'en sort à chaque fois. Et à chaque fois, je suis en mode, mais putain, mais j'aimerais pas être elle, hein, vraiment, elle prend tellement cher. Tu vois, c'est assez dur à lire. Mais pourquoi? Et franchement, c'était une découverte originale. Si jamais vous le trouvez, ne serait-ce qu'en médiathèque, jetez un œil. Puis les dessins sont très beaux. Mes petites suites de saga, j'ai lu les tomes 2 et 3 des Mondes des Whelan. C'est toujours aussi génial, en même temps c'est l'œuvre de Pierre Bottero, et alors pour le coup j'avais pas lu justement les romans des Mondes des Whelan, je m'étais arrêtée aux quêtes, donc je découvre la suite sur le format BD, et pour le coup le format BD est extrêmement fidèle au roman. Alors ça peut sembler bizarre que je dise ça vu que je viens de dire que j'ai pas lu les romans, parce que j'ai lu les BD des quêtes des Whelan, mais j'ai aussi lu les romans des quêtes des Whelan, et c'est les mêmes, donc je sais qu'ils sont très fidèles au roman, c'est pour ça. Non, je ne fabule pas encore. Et du coup, ça a été une très bonne lecture. Alors, je suis un peu confuse sur la fin du tome 3. J'étais un peu énervée contre Whelan sur un truc. Et j'adore Pipou, là. Ah, Pipounet, j'aimerais bien qu'il fasse un truc, mais il se lance pas assez à mon goût, bref. Mais du coup, voilà, c'est très sympa, c'est un monde de fantasy, c'est du jeunesse. Si jamais vous voulez lire cette saga, commencez bien par les quêtes des Whelan. Si vous voulez encore mieux, commencez par Elana. Elana, en gros, c'est une sorte de préquel, ça se passe avant. Il y a Elana, les quêtes des Whelan, les mondes des Whelan. Et du coup, les mondes des Whelan, c'est la dernière partie. J'ai lu le tome 2 de l'île des révoltés du Bounty. Je me rappelais encore très bien du tome 1, hein. C'est pour le coup basé sur un vrai fait historique. Ça fait froid dans le dos. C'est des mecs qui se sont sauvés et qui ont colonisé une île, en gros, parce qu'ils étaient condamnés, et ils ont réussi à se sauver et à vivre sur une île avec des femmes kidnappées, voilà, c'est un peu bizarre. Et du coup, bah, il y a une espèce de micro-société qui se crée, mais avec des grosses inégalités quand même. Ils arrêtent pas de se taper dessus, de mourir, ils parlent d'échanger les meufs comme on échange des Smarties. Je suis pas... Alors c'est normal, hein, c'est parce que pour le coup c'est vraiment arrivé, mais du coup à lire c'est encore plus glauque limite que El Topo, tu vois, ouais, donc voilà, Pitcairn, c'est, historiquement parlant, c'est super intéressant, mais après, faut quand même être bien accroché, par contre, enfin, c'est paradoxal, parce que j'adore les micro-sociétés, donc forcément je l'ai dévoré, hein, donc voilà, c'est paradoxal parce que je l'ai dévoré et j'ai trouvé hyper intéressant, mais en même temps, c'est pareil, j'étais en mode putain, je suis contente de pas être une de ces meufs, hein, donc voilà. Pitcairn tome 2, je suis à jour. J'ai lu les 2 hors-série de Métaux sur Ursina et sur Nestorius. Bah pour le coup, je ne peux absolument rien en dire puisque bah ça vous spoilerait totalement. Mais Métaux, du coup, je vous en ai déjà parlé puisque j'ai déjà lu les premières BD, enfin la saga originale. C'est une dystopie avec des enfants qui se réveillent dans une espèce d'institution où c'est tout le temps la même chose, et ils dorment dans des boîtes en bois, et à partir du moment où la boîte en bois devient trop petite pour eux, ils sont emmenés quelque part d'autre.
et on ne sait pas où. Donc voilà, vous voyez, c'est ça le pitch de départ. Donc forcément, si je vous dis ce qui se passe là-dedans, disons que là, on suit d'autres enfants qui ont d'autres carrières, d'autres plans futurs, et lui a été mon préféré. Il y a un côté un peu Quasimodo dans son destin et dans sa vie que j'ai trouvé fascinant. Et Ursina était un peu plus classique mais très agréable à lire aussi. Donc voilà, c'est les prolongations pour Métaux. Et c'est vraiment une saga sympa. J'ai lu le tome 1 de Brel, en même temps, enfin de Jacques Brel pour le coup. C'est le premier tome et en même temps pour le moment c'est le seul qui est sorti. Et on a le début de carrière de Jacques Brel. Et encore une fois, je ne savais absolument pas qu'il avait autant galéré. Pour moi, Jacques Brel, il a toujours été overconnu, mais forcément, parce que moi, il était déjà mort quand je suis née, donc voilà. Mais non, en fait, au début, il a galéré de ouf, il était pas populaire, hein. C'est venu petit à petit, il a galéré de dingue, vraiment, de base, il devait même pas être chanteur. Enfin, c'est fou. Voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Niveau caractère, on sent le mec torturé, hein. On sent le mec torturé, puis tu sens que c'est pas la même époque, ce qui est normal, hein, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir comment les hommes raisonnaient à l'époque, comment les gens travaillaient, comment ils discutaient entre eux, comment ils parlaient, comment ils faisaient leur vie. C'est un vrai bond dans le temps et c'était hyper intéressant comme lecture. J'ai hâte de voir la suite, je sais pas combien de tomes sont prévus. Ah bah voilà, volume 1 sur 3. Il me semblait bien que je l'avais lu. Donc il doit y avoir encore 2 tomes. Donc j'ai hâte, parce que du coup là, il commence à être célèbre à la fin de celui-ci, donc vraiment célèbre. Je suppose que le deuxième sera la quintessence de sa célébrité et le troisième, à la fin, jusqu'à sa mort. Il me semble qu'il est mort assez jeune, je ne sais pas comment il est mort, j'avoue que je ne sais pas. Il me semble qu'il a eu beaucoup de problèmes amoureux, mais j'avoue que j'en sais rien. En tout cas, premier tome validé, hâte de lire la suite. Et je termine avec donc ma dernière découverte en BD, et donc mon coup de cœur absolu pour le mois de décembre, Peter Pan, l'intégrale. Alors, c'est hyper sombre, c'est hyper glauque, mais c'est incroyable. Ça aurait pu continuer encore 10 000 ans pour moi. Bon, déjà, l'objet est magnifique, parce que du coup, c'est l'intégrale, donc ils l'ont vraiment soigné. Et ils ont fait une très belle présentation, etc. Et en fait, du coup, ça raconte l'histoire de Peter Pan, avec Crochet, qui est là. Attendez, j'essaie de vous les montrer. Crochet, il y a la fée Clochette qui est là. En fait, ce qui est ouf, c'est que... Alors, c'est une réécriture, hein, c'est pas l'histoire, c'est pas le roman de Peter Pan, mais c'est adapté, bien sûr. C'est hyper sombre, c'est vraiment hyper sombre, et on le voit dès le premier tome. C'est glauque, c'est morbide, c'est dérangeant, mais c'est brillant en même temps. Alors dérangeant, quand je dis dérangeant, c'est pas genre interdit, tu vois, c'est pas quelque chose de sale, qui devrait pas exister, genre il y a pas d'inceste ou machin, mais par exemple tu vois Peter, petit garçon dans la rue, une prostituée qui essaie de lui sauter dessus, un mec qui le tabasse, ses potes qui sont dans un orphelinat où il crève de faim. Quand il est au pays imaginaire, à un moment il perd des gens qu'il aime et tu vois qu'il oublie, tu vois qu'il arrive pas à se rappeler, tu vois qu'il retient que ce qui l'arrange, tu vois qu'en fait c'est la force de l'enfance, mais c'est aussi la faiblesse et la malédiction du truc. C'est ça qui est dérangeant. C'est que tu sens, par exemple, il y a un moment où voilà, Peter il perd plusieurs personnes qu'il aime. Et genre, il est en mode, oh, je t'oublierai jamais, je t'aimerai toujours. Et puis en fait, au pays imaginaire, tu oublies. Le temps passe et c'est la malédiction du truc. Et c'est tellement fort. Il y a vraiment des pertes que nous, en tant que lecteurs, du coup, qui nous affectent de ouf. Et de voir que Peter les oublie alors que nous, en tant que lecteurs, on s'en rappelle. C'est dur, tu vois. C'est ça qui est dérangeant. C'est que t'as l'impression que c'est cruel, tu vois. Et ça, c'est vraiment bien mis en avant. C'est vraiment un très bon recueil. Et comment on peut dire ça? Une très bonne adaptation. En tout cas, je vous le recommande. Si vous avez le cœur bien accroché, mine de rien, et une sensibilité qui vous permet de lire ce genre de choses. Mais de mon côté, en tout cas, ça a été un énorme coup de cœur. Bam! Truc qui pèse 3,5 tonnes par contre. Hein. Passons maintenant au roman. Je vous avais pas menti, j'ai lu énormément de BD. Hein. D'ailleurs, j'ai pas lu un seul manga pendant le mois de décembre. Ça m'a étonné en voyant ma pile, mais effectivement. Après, faut dire que j'en avais lu énormément la fois d'avant, donc ça équilibre un peu. Alors par contre on commence, un coup de cœur, une piquette, une mimole, oh là là, tant de choix. Vous savez quoi, on va commencer par un coup de cœur, sous la porte qui chuchote. Allez, soyons fifous, parlons 4 heures. Non, je vais essayer d'être concise. LOL. Alors celui-ci, vous l'avez vu passer dans le dernier book haul, celui-ci, je vous montre la couverture parce qu'il est magnifique, j'ai fait une petite folie. C'est-à-dire que je l'ai acheté en librairie, et normalement, quand j'achète quelque chose, je le mets dans ma pile book haul, après dans ma pile à lire, et après je choisis ma pile à lire et il apparaît dedans. Ce qui fait que entre le moment où je reçois ou achète un livre et le moment où je le lis, il y a au moins 2 mois qui passent, ou au moins minimum du minimum 1 mois. Là, je suis allée en librairie, je l'ai acheté, je suis rentrée, je l'ai lu. Oui, non, mais il fallait. Je sais pas pourquoi, je sentais qu'il fallait, et ouais, il fallait. C'est l'histoire de Wallace Price, qui est
clairement un Scrooge. Ebenezer Scrooge, dans le conte du chant de Noël de Dickens, c'est clairement un Scrooge. Il a une vie, il est égoïste, il pense qu'à sa gueule, il pense au pognon, il va juste travailler, il aime personne, il est odieux avec ses employés, il les traite comme de la merde. Ses clients, parce que du coup il est avocat, ses clients, il y est que pour le pognon. Voilà, c'est pas un mec foufou, quoi. Il a été marié, mais ça s'est fini en divorce, parce que forcément il s'occupait pas de sa femme, il était méchant avec elle, enfin voilà. Et Wallace, il meurt. Et il y a une faucheuse qui vient le chercher, et qui l'amène dans un salon de thé. Tenu par... comment il s'appelle? Hugo? C'est Hugo, c'est ça. Tenu par Hugo. Et Hugo, en fait, son travail, c'est de préparer les personnes à passer la porte de l'au-delà pour mourir. Donc en gros, Wallace est en état de fantôme, si on peut dire. Et on va suivre pendant toute cette œuvre Wallace, qui est au salon de thé de Hugo et qui essaie de mourir. Enfin, qui essaie de se préparer à mourir en tout cas. Plus ou moins contre son gré au début, puis petit à petit, il réfléchit. Et je sentais que... alors, déjà, rien qu'avec le résumé, je savais que c'était un Scrooge vibes avec la personnalité de Wallace. Je sentais qu'il fallait que je lise pour le mois de Noël. Je sentais que c'était le moment. Et c'était génial. Alors, c'est le même auteur que La Maison au milieu de la mer céruléenne. Il ne le remplace pas. La Maison au milieu de la mer céruléenne reste au-dessus pour moi, vraiment. Mais il le talonne. Il est très bon. Il est très bon. Alors, j'ai eu peur à des moments. J'ai pas été surprise, je dirais, de la majorité de l'histoire. Il y a des trucs qui m'ont surpris, mais j'avais vu venir pas mal de choses. Mais je pense que ce n'est pas le but de ce livre. Je pense que, comme La Maison au milieu de la mer céruléenne d'ailleurs, très rapidement, en fait, rien qu'avec le résumé, tu devines. Tu devines des choses. Et le but du livre n'est pas de te surprendre. Le but du livre, c'est de te faire vivre des émotions avec les personnages, de les connaître, de les aimer. Et c'est d'une richesse humaine incroyable. Clune, il a vraiment un don pour ça. La Maison au milieu de la mer céruléenne, c'est sa grande force, sincèrement. Et là, c'est pareil. Alors, je le mets juste un peu en dessous parce que La Maison m'a vraiment touché. Voilà. Mais il est excellent. Il est excellent et je pense qu'il peut se lire toute l'année pour le coup. Alors, pour Noël, c'était parfait, mais n'hésitez pas à vous le procurer, quelle que soit la période où vous voyez cette vidéo. Il est vraiment bon. Il est bon et il fait du bien au cœur. En fait, voilà, c'est des livres qui font du bien au cœur. C'est fou. C'est fou, vraiment. Tu lis, ah, ça te soigne un truc là, tu sais. Même si tout va bien. Genre, et puis c'est pas niais, c'est pas des phrases toutes faites. Enfin, je sais pas, je trouve que il fait vraiment exister des personnages. Et c'est bon. C'est du bon à lire, c'est de la bonté en fait. Et honnêtement, moi perso, je m'en fiche d'avoir deviné le scénario, d'avoir deviné certaines choses. Je préfère avoir deviné et que ça m'ait fait ressentir tout ça. Et je suis pas sûre que j'aurais voulu plus de surprises. Je suis pas sûre, parce que tu peux être plus surpris, mais ça n'aurait pas été aussi fort en termes d'émotion. Donc, ouais, non, on a besoin de ce genre de choses. On a besoin de ce genre de livres. En tout cas, moi, j'en ai besoin, et énorme coup de cœur. J'ai très très bien terminé l'année de mon mois de décembre grâce à celui-là. Je vais essayer de faire un petit peu l'ordre chronologique, même si ça va être légèrement hasardeux. Oui, alors attendez, faut que je vous raconte. Du coup, Sous la porte qui chuchote, je l'ai lu juste après que j'ai tourné ma vidéo Top Livre 2022. Je termine celui-ci, la vidéo devait sortir 2 jours après, j'ai fait ok, tant pis, j'ai modifié mon montage, j'ai rajouté Sous la porte qui chuchote. Après, je me suis dit, bon, Marilyn, maintenant, toutes tes lectures jusqu'à la fin 2022, tu ne dois plus avoir de coup de cœur, sinon mon top allait être mensonger. J'ai lu La passeuse de mots. Une de mes meilleures lectures de l'année. Ah, ça a tout pété. Ça a tout pété. Je suis sauvée puisque c'est un début de saga. Il y a 3 tomes pour le moment, il y en aura 7 en tout, il me semble. Donc je suis sauvée dans le sens où je n'ai pas eu besoin de l'intégrer à ma vidéo parce que mes tops étaient un peu hors série. J'ai parlé d'Acotar, de Blackwater et de Anne Withony, enfin Anne de Green Gables dans mes vidéos top en aparté. Je ferai de même pour La passeuse de mots en 2023 si la suite est tout aussi bonne. Mais le tome 1 est incroyable. Qu'est-ce que c'est bien! Oh là 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 là! Alors, ce que j'ai adoré, puissance 8000, outre le fait que ce soit très bien écrit, ça prend son temps.
Un des gros problèmes que j'ai avec les livres young adulte et jeunesse actuellement, c'est que ça va vite. Et c'est normal, pour en avoir écrit un, je le sais, l'impératif est que ça rentre en peu de pages. Donc des fois il y a des sagas, mais des fois il y en a pas. Et il faut que ça rentre, tu vois. Enfin, il y a un moment, puis souvent les maisons d'édition ont tendance à couper un peu des passages parce que il faut aller à l'essentiel, ce que je comprends tout à fait. La passeuse de mots, ça prend son temps. Mais pas dans le sens négatif. C'est-à-dire que par exemple, alors, tout le début, c'est une grosse intro. Donc c'est-à-dire que tout le début, vraiment, mais pendant longtemps, pas un tiers du livre, mais pas loin, on est avec l'héroïne dans son village et on la suit. On suit sa vie, on suit ses amis, on suit sa famille, on suit sa bulle en fait. Jusqu'au moment où il se passe quelque chose de très grave et sa bulle, elle vole un éclat. Et là, elle doit partir en quête de mots puisqu'elle est la passeuse de mots. Je pense que ça spoilera personne, hein. Et elle part en quête avec Kiki d'amour. Et durant sa quête, elle va rencontrer d'autres personnes. Et ces personnes sont toutes incroyables. Et ce que j'adore, c'est que le livre, il dose à merveille. Alors, je mets à part la toute première partie d'introduction, du coup, qui sert vraiment à mettre en place l'histoire, en tout cas la protagoniste principale, et à la connaître et la comprendre en profondeur. Moi, personnellement, ça m'a pas du tout dérangé, mais je sais que pas mal de gens l'ont tiqué. Donc je la verbalise. Le début, c'est pas la suite. Ça semble évident dit comme ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, à partir du moment où la quête commence, l'histoire est, je trouve, parfaite. Parce que moi, le problème que j'ai avec souvent les livres comme ça, c'est que on a une héroïne, par exemple, qui part en étant une humaine normale, qui a une vie un peu normale, quoi. Vraiment, elle sait pas se battre, elle a pas de pouvoir magique, rien. Et bim, il arrive un truc, et l'héroïne, elle devient super balèze. Notamment, vous vous rappelez l'histoire des sirènes. Ça me rendait ouf, ça. La meuf, elle dort 2 heures, elle a un nouveau pouvoir. Puis elle le maîtrise tout de suite. Ah, ta gueule, un moment, ta gueule. Surtout quand elle fait que des conneries. Bref, on n'est pas là pour parler de la sirène. Dans ACOTAR, par exemple, c'est très bien rendu. Ça se voit que que le but, c'est d'arriver à là, tu vois. Mais dans ACOTAR, ce que j'aime bien, c'est que faire l'héroïne principale, elle part vraiment d'être une humaine sans aucun pouvoir, sans rien. Et petit à petit, au fur et à mesure de ce qui lui arrive, elle apprend. On voit que c'est long, on voit sa galère, on suit tout le périple d'apprentissage, notamment dans le 4, qui est excellent, avec un autre personnage féminin au centre de l'histoire qui part de quasiment rien, et tout le livre c'est un bouquin où elle progresse, où elle apprend, etc. C'est excellent. Donc voilà, ACOTAR pour moi c'est un peu le bon exemple là-dessus. Celui-ci c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'héroïne, elle galère, et bim, il y a une séance d'entraînement avec Super Kiki par exemple. Super Kiki c'est un personnage que j'adore. Et après elle est fatiguée, elle est en PLS. Et d'habitude c'est le temps où elle est fatiguée, ils sont en mode 2 jours plus tard, 1 semaine plus tard, et là non. Là quand elle est fatiguée, tu la suis quand même. Et là t'as des moments de discussion, des moments de partage. Et c'est génial. Parce que du coup, ce qui est incroyable, c'est que tous les persos avec qui elle finit par évoluer dans sa quête, ils sont vraiment là, quoi. C'est pas, je sais pas, le poteau rigolo qui dit 2 blagues et puis il dit rien d'autre dans le bouquin, ou le meilleur pote. Non, alors évidemment, ils ont des caractères qui diffèrent, qui marquent l'esprit. Il y en a un que j'adore, il y a Super Kiki, puis il y en a un autre. Ma vie, mon bébé, mon amour. Et mais déjà rien que ça, avoir 2 personnages favoris en un tome, mais genre que vraiment je les aime de ouf, c'est pas si fréquent, tu vois. Et vraiment ils sont poussés, tu vois, ils sont écrits. C'est pas juste des randoms qui gravitent autour de l'héroïne. Et l'héroïne elle-même est bien écrite, c'est bien développé. Oh, ça fait du bien. C'est vraiment un très très bon livre. C'est vraiment un super livre. Alors c'est du jeunesse, donc il n'y a pas de cul, mais il y a quand même des moments, il y a toute une partie, on va dire, chez des espèces de succubes, où t'as des succubes qui baisent pas loin. Donc t'as une certaine sensualité aussi à certains passages, certaines tensions sexuelles. T'as un personnage qui copule à un moment, c'est rigolo. Enfin voilà, t'as du sexe quand même, mais tu vas pas, pour le moment en tout cas, tu n'as pas de scène de sexe type ACOTAR. ACOTAR, il y a vraiment des scènes de sexe dédiées. Là, c'est pas le but. Hein. Là, un enfant peut le lire sans problème, c'est pas du tout choquant ni rien. Il y a un personnage qui fait l'amour à un moment et l'héroïne le surprend. Donc le passage peut être un peu émoustillant, mais ça dure un paragraphe. Tu vois ce que je veux dire? Puis t'as pas les détails, machin, mais il est bien écrit, il est vraiment bien écrit. Ça a été un énorme coup de cœur. Et il est dans mon top lecture 2022 très 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 largement. Il est dans le top 3. Je sais pas où, mais de toute façon j'ai pas eu à le faire, donc tout va bien. Mais voilà, excellente surprise pour ma part, énorme coup de cœur, et lisez-le, foncez. J'ai trop hâte de lire le tome 2 d'ailleurs. Donc là j'ai commencé à vraiment claquer du cucu après la passeuse de mots, et je me suis dit vas-y je vais avancer une saga, comme ça je craindrai rien. J'ai lu Grisha tome 2, c'était sympa. Ouais, sans plus pour le coup, il fait partie de mes mimoles. Alors, je suis assez surprise, parce que quand je l'ai lu,
Enfin, avant que je le lise, plutôt, pas mal de personnes m'avaient dit que dans le tome 1, j'avais dit que j'adorais Mal. Voilà, Mal, c'était mon petit coucougnou, mon petit choupichou, voilà. Et pas mal de personnes, enfin, quasiment vous tous, en fait, vous m'aviez dit, tu vas avoir dans la suite, c'est une tête de con. Ah ok. Du coup, je commence mon tome 2 un peu fébrilement. Au début, tout va bien. J'arrive à la moitié. Rien à redire sur Mal. Par contre, Cocotte commence à me péter les couilles vénères. J'arrive aux 2/3. Pareil, Mal, rien à redire. Alors, du coup, j'ai terminé. Je comprends pourquoi Mal en agace certains ou certaines sur la fin. Mais les gars, il est avec une meuf over relou. Je n'ai rien contre le fait que vous soyez agacé par Mal, mais si Mal vous agace, Alina, vous avez envie de la tarter. Alina est insupportable. Elle est insupportable. Ah là là, c'est con parce que dans le 1, je l'aimais bien. Je sentais le potentiel de reloutitude, tu vois. Mais elle l'avait pas atteint du tout. Dans le 2, là, elle est chiante. Hein. Oh là là, on est sur une héroïne casse-couille. Hein. Oh là là, oui. Oh, quand même, hein. Oh, quand même fort, hein. Puis tu sais, alors, elle a un peu le poids du fardeau, un peu comme Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, tu sais. Donc, on peut pas lui tenir rigueur de tout. Soit. Mais il y a des trucs qu'on peut. Ah oui, il y en a, et vraiment, elle m'a gonflé. Il y a vraiment plein de moments de ma lecture, j'étais en mode, oh, pitié, t'es vraiment ta gueule. Ou alors au contraire, parle, bordel de merde. Non, tout ce qui m'énerve, c'est-à-dire que un enjeu n'en est pas un s'il peut être réglé par une putain de phrase que l'héroïne ne dit pas sans aucune putain de raison. C'est pas un enjeu, ça. C'est juste une facilité scénaristique. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout une seconde, surtout qu'il y a plusieurs occasions de régler le problème. Et, non, mais je vais pas lui en parler. Pourquoi tu lui as dit bien pire. Pourquoi tu lui parles pas? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Y a pas une raison. Y a pas une. Ah, ça m'énerve. Ah, vraiment, ça se voit un peu. Non, mais ça m'énerve. Tout ce qui m'énerve. Du coup, le tome 2, il m'a un peu... Alors, l'univers est bien. Les persos sont bien. L'enjeu est bien, le méchant est bien, enfin le côté drama, le monde est bien, tu vois, le monde, l'intrigue, etc. est cool, tout ça c'est cool. C'est pour ça que c'est pas une piquette non plus, tu vois. Mais alors l'héroïne, oh, arrêtez de mettre des midinettes qui fantasment sur un truc, oh ça suffit, oh mais ça suffit, oh mais un peu de dessous de jugeote, mais je sais, j'ai été jeune aussi, dit-elle du haut de ses 33 ans, j'ai été con. Mais j'ai été con à 12-13 ans. À 12-13 ans, j'écrivais dans mon journal « Cher journal, aujourd'hui, truc m'a regardé et m'a souri. Oh, si seulement il m'aimait. » Oui, d'accord. À cet âge-là, j'aurais pas eu de dessous de jugeote pour faire les choses. Mais elle a pas 12 ans. Elle a 17, 19, je sais plus. 17 ans. 17 ans quand même. T'as veux dire, à un moment, t'as quand même... Hein? Puis c'est son meilleur ami depuis la naissance. Genre, ils ont grandi ensemble. Il a failli crever 12 fois pour elle. Tu crois pas que tu peux te dire un petit peu quand un truc te stresse ou qu'il t'arrive un truc qui était pas normal? Mais non, elle dit pas. Puis si tu veux pas lui dire à lui, dis-lui aux autres. Mais elle dit pas. Et moi, je gère toute seule. Tu gères rien. Elle gère rien. Elle est en galère. Ah, elle m'énerve. Ça y est, elle m'énerve. Tu vois, ça m'énerve. Ça, c'est le truc qui m'énerve dans les bouquins et que je retrouve dans pas mal de trucs jeunesse, young adulte. C'est des héroïnes comme ça où elles sont nulles et cons, mais elles continuent à faire de la merde. Non, mais moi, je peux m'en sortir toute seule. Non. Mais c'est pas une faiblesse de pas s'en sortir toute seule. C'est pas une faiblesse, bordel. Si à un moment t'es tout seul dans une cave avec ta 12 gorilles qui rentrent, les gorilles piétinent. C'est pas une question de faiblesse, c'est une question de logistique. Bah là c'est pareil. Putain, demande de l'aide, t'as 12 000 personnes qui veulent t'aider, demande à au moins un pélo. Mais non. Oh, il y a un moment, elle boude. Ah non mais il faut que je sorte. Il y a un moment, elle est dans une forteresse à l'abri, puis elle est pas contente. Elle est contrariée. Du coup, elle sort de la forteresse alors qu'il y a un danger qui doit arriver, dans une foule qu'elle connaît pas, hein. C'est pas une foule de gars, c'est une foule de mecs un peu chelous en plus, elle sait, hein. Et les mecs, ils commencent à l'attraper et machin. J'étais là, genre, mais tu vas pas sortir. Et elle est sortie, puis après elle était en mode, j'ai une idée, mais ferme ta gueule! Oh putain. Et après, les gars autour, ils étaient en mode, oui, personne l'a surveillée, elle devait pas sortir. Mais vous êtes pas censé la surveiller, c'est pas un enfant de 5 ans! Non mais voilà, ça m'a... Non mais tu vois, il y a des trucs vraiment... Et elle est sortie parce qu'elle boudait, tu vois. Oh, ta gueule. Non mais il y a un moment... Tu boudes pas. Tu boudes dans ta chambre. Tu boudes pas, tu vas pas sortir dans un truc où il y a plein de gens qui veulent te tuer. Il y a un moment, réfléchis. Gougou. Voilà. Donc... Non mais alors...
Vu ma colère, on dirait que j'ai détesté. C'est pas le cas, j'ai pas détesté. Il y a des trucs bien. Je vous dis, le monde est bien, les persos sont bien, à part elle. Mais du coup, c'est le personnage principal, forcément. L'intrigue est bien, etc. Mais elle, vraiment, elle prend un chemin dangereux. Mais il reste plus qu'un tome, donc je vais bien entendu le lire. Surtout qu'après, je compte lire Six of Crows, et ça, pour l'avoir lu, je sais que c'est bien. Et voilà, encore un tome, et j'ai terminé avec Cocotte. Alors, je pense garder quand même la saga. Puisque je garde pas, vous savez, les livres qui ne m'ont pas spécialement fait kiffer. Bon, faut voir comment est le tome 3. Mais pour le moment, je ne pense pas à m'en séparer. Parce que vraiment, le monde et la recherche est cool. Mais alors, elle mériterait une bonne paire de baffes et puis au lit, hein. Ensuite, une autre mimole, mais cette fois-ci, c'est juste parce que j'ai pas été conquise, mais c'était quand même très très bien écrit. J'ai lu Galante de Schwab, donc la même autrice qui a écrit La vie invisible d'Eddie Larue. Même si techniquement, elle a dû le lire aussi. Alors, Galante, c'est très particulier. Très particulier. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça n'a pas été non plus une catastrophe, loin de là. C'est une petite fille qui s'appelle Olivia Prior, qui est muette. Donc ça, j'ai trouvé ça très stylé. Et ça devait être hyper difficile à mettre en place. Une héroïne muette, qui pour le coup, n'a pas de parole. Elle a du mal à se faire entendre, parce que du coup, à chaque fois, elle doit casser des trucs pour se faire entendre et tout par des gens. Enfin, c'est hyper bien rendu, pour le coup. Et j'ai trouvé ça hyper stylé comme idée. C'est donc une petite orpheline qui est dans un orphelinat. Et qui se retrouve à un moment à recevoir une lettre comme quoi sa famille, un membre éloigné de sa famille veut l'adopter. Enfin, veut la récupérer. Donc toute contente, elle est conduite là-bas dans une voiture. Et arrivée là-bas, il y a son cousin et 2 domestiques. Et la personne qui a écrit la lettre, en fait, est morte il y a plus d'1 an. Donc c'est pas possible que c'est cette personne qui a écrit. Et aucun des personnes sur place ne se reconnaît là-dedans. Et donc commence le mystère. Qu'est-ce qui se passe dans cette propriété? Qui a envoyé la lettre? C'est sympa. Mais il y a des choses qui m'ont beaucoup plu, notamment le livre que trimballe tout le temps la petite, qui est un livre avec des petits mots de sa maman à l'intérieur. Elle en trouve un autre plus tard justement dans la maison. Et c'est très intéressant, il y a une belle recherche visuelle qui est poussée parce qu'on voit la calligraphie, etc. Attends, je peux peut-être vous montrer un aperçu. Ouais, genre comme ça. Tu vois, t'as vraiment des pages du carnet. Le livre en lui-même est très joli d'ailleurs. Et t'as aussi des illustrations à des moments. Hop. Et donc c'était intéressant. Il y a des idées qui sont intéressantes, mais je saurais pas vous dire. J'ai pas été emballée. Je suis restée assez extérieure à l'histoire. Faut dire que les personnages sont tous assez froids et on les connaît pas trop. Même l'héroïne principale, au final, on sait sa vie, mais j'ai pas été attachée à elle plus que ça. J'espérais pour elle que tout irait bien, hein, mais j'ai pas eu une empathie incroyable. La plume est très belle, rien à redire. De toute façon, je crois que Madame Schwab maîtrise très très bien son travail. Mais ouais, je suis restée en dehors un petit peu. Du coup, c'était une belle lecture, je la regrette pas une seconde. C'était très bien écrit, j'ai été immergée emportée dans l'univers. Y a pas de problème, c'est juste que j'ai pas été transcendée par le résultat. Voilà, ça arrive, hein. Mais du coup, voilà, c'est pas du tout une piquette, c'est un bon ouvrage. Et je vous le recommande, si jamais le synopsis vous intéresse, pourquoi pas. C'est sympa, mais ouais, alors je pense que, je sais pas si c'est voulu, mais c'est assez froid comme récit. Du coup, j'ai pas été plus impactée que ça. Ensuite, on approche de la fin. J'ai lu un petit essai. J'ai lu Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes, et c'était hyper intéressant. Je l'ai lu quand j'étais à Paris, du coup, lui, et j'en ai beaucoup parlé avec Kim, et c'était hyper intéressant de partager ça avec lui. Du coup, c'est l'histoire de Taous Merakchi, qui partage toutes ses raisons d'être en colère dans la vie. Alors, c'est un essai, donc encore une fois, un essai, c'est quelqu'un qui partage son opinion, mais pas quelqu'un qui prétend avoir la science infuse ni la vérité incarnée. Et cette autrice le précise bien au tout début, elle dit bien que c'est sa vision des choses, que c'est son ressenti, et que elle ne juge personne, mais qu'elle voudrait ne pas être jugée, voilà, elle explique son ressenti à elle. J'ai trouvé que c'était très libérateur à lire. Alors, je ressens pas tout comme elle, parce que je n'ai pas le même vécu. Déjà, tout bêtement, je n'ai pas la même origine. Elle parle avec beaucoup de justesse de la peur d'être différente, de pas être française pure souche quand t'es en France actuellement, des raccourcis qui sont faits, même pas que de la peur, de la colère qu'elle ressent par rapport à ça. Il y a beaucoup aussi de colère par rapport aux hommes, par rapport à la pression qu'il y a en étant une femme dans notre pays actuellement, par rapport à la peur qu'on doit avoir continuellement de potentiellement être agressée, etc. Ça, par exemple, c'est quelque chose que je ressens pas comme elle. Et je sais que beaucoup de femmes partagent pour le coup son ressenti. Être dans la rue et avoir peur qu'un homme nous parle ou nous regarde, moi pour le coup, c'est pas le cas. J'ai peur de certains hommes, quand il y a des mecs qui me suivent, ça m'arrive, hein. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, un mec qui m'a suivi sur 3 rues.
Bon, bah tu fais la technique, tu regardes dans ton sac, t'attends que le mec arrive à ta hauteur, et puis tu ralentis encore. Enfin, tu vois, bon, t'es obligé de ruser. Et ça, oui, ça c'est Mais on va dire que pour moi, ça c'est des... Je considère pas que j'ai peur des hommes. Et je sais qu'en l'occurrence, les mecs étaient pas méchants, c'est juste que bah... Ils savaient pas comment s'y prendre, tu vois. Mais c'est pas normal pour autant comme comportement, attention. Mais on va dire que ce type de comportement ne me met pas dans la peur au quotidien. Je suis vigilante, systématiquement. Je regarde si je suis pas suivie. Donc, j'ai quand même ce côté-là. Hein. Mais ça m'empêche pas de marcher tête haute, de pas avoir peur de croiser le regard des hommes, de sourire. Genre tout à l'heure, c'est tout con, mais je suis allée au marché. Au marché, je suis allée faire mes courses. Il y avait un mec dans son bus qui attendait. On s'est fait un coucou. Il y a un gars qui attendait de l'autre côté. Du coup, il s'est marré, on a rigolé. Enfin, j'ai pas peur des hommes. Donc dans ce sens-là, des hommes en général, j'entends. Dans ce sens-là, par exemple, j'ai pas du tout le même ressenti qu'elle. Néanmoins, c'est pas pour ça qu'une seconde, je me suis dit, oh là là, tu vois, pas du tout. Au contraire, j'ai totalement compris son ressenti et je le ressens aussi en partie. Cette inquiétude de genre si tu sors le soir, cette inquiétude de comment tu dois t'habiller pour pas te faire emmerder, de pas avoir de remarques. Après, j'ai la chance de vivre dans un coin qui est quand même relativement cool, mais à chaque fois que je suis à Paris, mais ça n'empêche pas. Je vous dis, à Grenoble, ça arrive. Hein. Mais c'est pas moi en tout cas à Grenoble, c'est pas des mecs craignos quoi. À chaque fois à Paris, c'est autre chose. Bref, mais du coup, j'ai trouvé cette lecture hyper intéressante et elle a posé plein de questions que j'ai trouvé grave pertinentes aussi. Par exemple. Le fait de savoir se battre. Genre typiquement, c'est une femme qui raconte que elle a pas peur de se prendre une baffe. Et elle a déjà été dans des bastons avec des gars, tu vois. Elle a déjà tapé des gars. Il y a un moment où elle s'est pris un verre dans la gueule par un mec et son meilleur pote a coincé le gars et elle lui a foutu une baigne, tu vois. Et elle raconte des anecdotes comme ça, pareil dans le métro où il y a un mec qui a commencé à se masturber face à une autre meuf et elle est intervenue pour sortir le gars du métro. Et j'en ai parlé avec Kim. Il y en a eu une grosse discussion par rapport à ça, en mode est-ce qu'il faut faire des cours de self-défense? Est-ce qu'il faut savoir se battre? Parce qu'en fait, moi, je pense que... Je pars en débat de société, mais en même temps, c'est le but du truc. Je pense qu'effectivement, nous, on nous éduque à nous protéger. On nous éduque à avoir peur. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça veut pas dire qu'un mec peut pas avoir peur dans la rue, hein. Mais un mec, on l'habitue avec l'idée de se battre. Il y a ce côté, tu sais, genre, même tout con, les combats de chevaliers, on éduque vachement les super-héros, les machins. Nous, on nous apprend à être mignonne, douce, protectrice. Et c'est vrai que moi, typiquement, j'aurais peur de me prendre une droite. Mais si t'as pas peur, bah du coup, tu t'en sors peut-être mieux. Mais ça, c'est des questions, hein, mais parce que nous, on est directement dans l'idée de, tu vois, genre, moi, je sais qu'à la place de cette femme, je me serais pris un verre dans la gueule, je me serais mise en boule par terre, en fait. J'aurais été comme ça. J'aurais pas eu le réflexe de me relever et de lui mettre une patate dans le bide. Jamais de la vie. Jamais. Je le sais au fond de moi, tu vois. Il y a des instincts que je peux avoir. Il y a des fois où, genre, quand j'ai peur qu'une meuf se fasse emmerder ou quoi, là, je sais qu'au fond de moi, il y a une lionne, tu sais. Genre, en modèle, tu la touches pas. Je sais que je peux l'avoir. J'ai déjà aidé des meufs en boîte comme ça avec des mecs qui étaient des vrais porcs. Et mes potes, ils ont eu peur de moi. Hein. Je sais que j'ai ça en moi. Pour les autres, tu vois. Mais, genre, dans un cas où je me fais agresser moi, où j'ai mal, où j'ai peur, je pense pas que j'aurais cette force, tu vois. Et je me dis peut-être que si on nous habitue à nous battre, un peu, je dis pas des championnes de boxe, mais, je sais pas, tu vois, c'était hyper intéressant. Et Kim, du coup, lui, il a eu, on a discuté pendant peut-être une bonne heure, et lui, il pense que, mec comme meuf, en fait, si tu mets une patate, il faut savoir la mettre. Parce que Kim fait de la boxe, entre autres, et c'est quelqu'un qui maîtrise, on va dire, son corps, etc. Et je crois pas qu'il soit déjà battu. Il a déjà été en situation, mais il me semble qu'il s'est jamais battu. Mais il s'y prépare mentalement, tu vois. Quand il y a un danger, il a les postures, il a le machin et tout. Et il m'a dit, hein, il fait, tu sais, même moi qui fais de la boxe ou quoi, s'il y a un mec qui arrive, si le mec il a un couteau ou si le mec je le mets pas KO, je suis niquée. Enfin, en fait, tu sais pas comment est l'autre en face. Et il m'a dit, il me fait, toi, en tant que femme, biologiquement fort, niveau muscle, etc., t'es moins forte. Et du coup, t'as pas intérêt à te foirer, en fait. Parce que si tu fous juste une petite baffe, et que le gars, il fait, en fait, si tu le frappes, c'est pour le mettre KO. C'est pour gagner du temps, pour te barrer. C'est pas pour le taper, pour le tabasser. C'est pour faut que tu te barres. La priorité, quand on se fait agresser, c'est de se barrer. Et du coup, on a gravé une discussion là-dessus, et tu sais, on a repris les exemples de l'histoire. Parce qu'en fait, quand cette femme se prend le verre et qu'après, elle frappe le gars revient avec des potes à lui, avec des barres de fer, et ils se font tous casser la gueule. Et du coup, tu vois, il y a pas de justice, tu vois. Et il était en mode, mais même le gars dans le métro, il fait, ouais, imagine, elle l'a mis dehors, le mec. Imagine, le mec est drogué, imagine, le mec est pas sain dans sa tête, et il la pousse sur les rails, ou il lui fout une énorme patate.
Enfin, et c'est vrai, tu vois, mais du coup, ça pose grave question. Et je lui ai dit, ouais, tu penses pas qu'on devrait tous apprendre à se battre et tout? Et il me disait, bah en fait, c'est risqué parce que, genre, il se bat contre des femmes à la boxe. Et il y a des femmes, elles peuvent le mettre par terre, Kim, hein. Mais en fait, il y a des forces. Il y a un niveau de force. À part certaines boxeuses vraiment balèzes, qui sont vraiment exercées depuis longtemps, etc., ils s'entraînent souvent avec des filles qui sont super fortes. Mais si des fois, il met un peu trop de force, elles font, enfin, tu sais... c'est pas la même, forcément, c'est normal, c'est pour le coup biologiquement parlant, on n'a pas les mêmes hormones, on n'a pas les mêmes trucs, tu vois, mais du coup c'est grave intéressant, et le livre du coup bah m'a posé plein de questions, là je vous en ai cité 2 qui m'ont beaucoup marqué, mais du coup voilà, c'est une très bonne lecture, j'ai pas ressenti tout comme cette dame, mais j'ai pris son témoignage avec beaucoup de reconnaissance, et bravo pour ce courage, j'ai beaucoup parlé, mais bon en même temps c'était intéressant. Il reste 3 livres. On va commencer par celui-ci. J'ai lu Nos cœurs aidants que Moustache m'avait offert pour Noël. Ça a été une lecture très difficile pour moi, mais qui a également été très intéressante. C'est l'histoire du coup de Laurie, 19 ans, et Elliot, 15 ans, qui jonglent entre les cours, les amis et les soins donnés à leur mère gravement malade. Elliot et Laurie sont donc des aidants, ce qui concerne une grosse partie des personnes en France, mine de rien. Alors, il n'y a plus les chiffres. Je crois que c'est un étudiant sur 10, je sais plus. Mais en tout cas, beaucoup de jeunes se retrouvent confrontés à ça, et des adultes aussi, bien entendu, hein, et à devoir équilibrer du coup les soins à la maison, l'administration, les trucs comme ça, et bah du coup la vie en elle-même pour soi, quoi. Et du coup le livre, je l'ai trouvé hyper intéressant, et il m'a permis aussi de mettre à la place d'une amie à moi particulièrement qui est dans cette situation. Donc j'ai été heureuse de pouvoir la contacter après l'avoir lu et lui donner quelques infos là-dessus. Et ça s'est sorti que ça l'avait touchée. Donc je suis contente rien que pour ça de l'avoir lu. Mais c'était très dur pour moi à lire parce que du coup on a beaucoup de détails de maladies sur, c'est tout bête, mais genre la poche d'urine, amener la maman aux toilettes, la laver, et puis elle retombe malade, elle a beaucoup d'accidents en fait dans ce livre, elle a beaucoup de rechutes où elle est emmenée aux urgences, et du coup l'ambiance m'a étouffée, vraiment, j'étais, je pense, comme beaucoup, pas mal à l'aise, mais effrayée, en fait. Je pense que j'ai pas pu m'empêcher de me dire « Waouh, je veux pas que ça m'arrive. J'ai peur que ça m'arrive. J'ai peur que ça m'arrive. » En fait, quand t'es confronté à quelqu'un qui souffre comme ça, je pense que t'as ce réflexe égoïste de te dire « Oh, pitié, pas moi. Pas mes proches. » Et c'est très cruel, hein. Même si je pense que c'est humain. Mais du coup, à lire, ça a pas été évident. Parce que du coup, j'ai énormément d'empathie et en même temps beaucoup d'angoisse. Et c'était très intéressant. C'était très intéressant et ça m'a donné envie de pouvoir être là pour les personnes qui vivent ça aussi. Enfin, c'est un très bon livre. Du coup, je le relirai certainement pas et je vous dis, il m'a pas fait du bien, mais c'était une très bonne lecture. Je peux pas le conseiller à tout le monde en fonction de la sensibilité, mais il est très bien écrit et c'est fort. Bon, après, j'ai pas été attachée au personnage non plus, à part Elliot. Il y a plusieurs persos dans l'histoire et il y a un garçon par exemple qui vient aider et j'ai pas été plus sensible que ça à ce garçon. Laurie m'a agacée pas mal de temps. J'ai adoré la maman et Elliot. Surtout Elliot, ça a été mon petit phare dans cette lecture. Mais Laurie j'ai eu du mal avec Laurie. J'ai eu beaucoup de mal. Plus que 2 romans et on a terminé, et il est plus que temps puisque j'ai dû les changer de batterie, l'autre était vidé. Ça veut dire que j'ai beaucoup parlé. Alors, je vais terminer par une bonne nouvelle, en avant-dernier, je vais mettre la grosse piquette. Oh là là, quelle purge. Oh, c'est mauvais. Oh là 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 là, vache. Alors j'ai lu que le 3, hein. Le 4 du coup est prévu là pour janvier. J'ai hâte. C'était quelque chose, hein. Le 3 du coup c'est l'histoire de, comment il s'appelle, Bénédicte. Ouf. Alors, c'est une sorte de clin d'œil pastiche à Cendrillon, la petite sirène. Donc ça prête à sourire à des moments. Ce qui prête beaucoup moins à sourire, c'est 1, le niveau de plume qui avoisine le ras du sol. 2, les clichés sexistes astronomiquement nuls. Et 3, le consentement qui est allègrement jeté à la poubelle. C'est pas bon. C'est de la romance. Ah, mais vraiment, alors, le premier Bridgerton, ça passait. Le second était mauvais, alors lui là, si c'est de pire en pire, j'ai hâte de voir le tome 9. Ah non, parce que ça va être, dans son genre, ça va être quelque chose, hein, ça va être le Graal de la nullité. Ah parce que là, le 3 quand même, les scènes de cul, c'est nul. Oh, c'est nul. Et puis surtout, genre, il y a un moment, ça y est, 2 fois que je m'énerve dans la même vidéo, c'est rare quand même, hein. Il y a un moment
Bénédicte, il va pour copuler avec une meuf qui lui plaît mais qui est qu'une servante. Donc du coup, vous savez, il y a de l'honneur normalement, mais que quand t'es riche, hein. Quand t'es pauvre, tu te le carres au cul. Donc du coup, il va pour copuler avec une servante qu'il aime beaucoup, enfin qu'il aime beaucoup, qu'il excite, hein, voyons, disons les choses. Et à un moment, il dit, mais vraiment, il le dit, hein, j'ai envie de lui demander si elle aime, mais j'ai peur qu'elle n'aime pas, du coup, je préfère rien demander. Parce que si elle aime pas, elle dit non. Et même chose plus loin, j'ai envie de lui demander si elle est sûre de vouloir continuer, mais si je lui demande et qu'elle dit non, bah je préfère pas demander. Je suis excitée quand là? C'est maintenant ou dans 10 minutes du coup? Voilà, je passe les moments où il met la main sur sa bouche pour pas entendre quand elle est pas d'accord. Voilà, je passe les moments où il l'insulte. Non mais alors, il faut arrêter ça, parce que c'était déjà le cas dans les deux premiers. L'amour, passion, hein, c'est pas forcément avec un mec qui nous parle comme une merde, si? Non, parce qu'il y a un moment, il y a que ça. C'est parce que même Bénédicte, c'est un bon garçon normalement. Et ben là, il y a des moments, au début ça partait bien. Puis il y a des moments où il est carrément odieux, en fait. Et puis l'autre, elle est en mode « Oh, mais je l'aime ! Mais ta gueule ! Mais ta gueule ! Ah, mais ça m'énerve ça !» Vraiment, ces livres-là, ça met en avant, en plus d'être mal écrit, ça met en avant une romance de merde avec un mec qui nous traite comme du caca. Il y a un moment, on arrête ça. Le respect, c'est pas pour les chiens quand même. Mais quand même, faites un effort, bordel. Un peu de gentillesse. Alors, Bénédicte, il est gentil à des moments, je dis pas. Je crois que c'est le plus sympa pour le moment, hein, parce qu'entre Simon au début, qui lui apprend à l'autre comment se masturber, et puis après qu'il la snob, après il y avait Anthony, ou qui était carrément, il y a un moment où il avait balancé une clé à, oh putain ce passage, Anthony c'était carrément le goujat par excellence, c'est sûr qu'à côté Bénédicte il est mignon, hein. J'ai très peur d'ailleurs pour le tome 4, hein. Parce que Alice l'a lu, parce que Alice, bon, elle est moins critique que moi sur ce truc-là. Enfin, on n'a pas les mêmes critiques. Elle m'a dit que le 4, elle avait pété un câble avec Colin. J'ai très peur. Très peur. Parce que déjà, dans le 3, là, Colin, c'est une tête de con. Alors là, j'ai très peur. Parce qu'on le croise vite fait avec Pénélope. On le croise en coup de vent. C'est déjà un abruti, hein. Donc le 4, je sens que je vais adorer. Du coup, là, pour le moment, Bénédicte, clairement, c'est le plus mignon. Mais oui, en même temps, on part de loin, hein. Mais il est quand même très couillon. Puis ce côté de, oh, ma passion. Oh, si je ne m'assure. Il y a un moment où il lui dit à la meuf, à un autre moment où il baise, si vous ne me dites pas stop maintenant, ce sera trop tard, je pourrai plus m'arrêter après. Et il est pas encore dedans, hein. Je parle vraiment de moments, genre il est en train de la dessaper, il a la main sur sa poitrine, truc comme ça, tu vois. Il fait, si vous ne me dites pas non maintenant, ce sera trop tard. Non, en fait, Bénédicte, c'est pas trop tard. C'est-à-dire que si elle a envie de te dire non alors que t'es à ça de rentrer, bah elle dit non et tu rentres pas, en fait. Bénédicte. Hein, Bénédicte. Et ça, c'est sexy. Ça, non, ça ne les moustille pas, ça. Ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est dangereux. En plus d'être mauvais. Non, parce que ça cumule les miles, ça. Non, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein. Ah, non. Non, puis vraiment, ils nous rendent des trucs romantiques alors que c'est pas romantique du tout. Le mec, à chaque fois, et Anthony, c'était pareil dans le 2, j'aime bien dire Anthony, dans le 2, c'était pareil, hein. Un mec qui gueule, c'est pas sexy. Je vais leur dire, un mec qui gueule, ce n'est pas sexy. Un mec qui menace, qui nous traite comme de la merde, ce n'est pas de la passion. Ce n'est pas sexy. C'est un homme qui ne sait pas se contrôler. C'est tout. Et c'est pas sexy, c'est dangereux. Et écrire des trucs comme ça, où tu dis « Oh là là, il m'a parlé comme de la merde, ça m'excite tellement, je l'aime trop. » Mais ferme ta gueule. Après, t'as des gens, ils le prennent au premier degré, quoi. Alors, si tu lis ça en sachant que c'est nul, tu vas peut-être réussir à trouver 2-3 petits passages émoustillants pour te masturber dans ton canapé. Mais c'est le seul intérêt, vraiment, c'est le seul intérêt. L'histoire est creuse au possible. C'est quand même un comble, parce que ça pourrait être fun, quoi. Purée, mais non, c'est nul. C'est nul. Ah, c'est nul. J'ai très peur pour Colin. Très peur. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais Thibaut, pourquoi tu le lis? Parce que t'as déjà lu les 2 premiers, ça sentait pas bon. Netflix adapte le roman. J'avais envie de lire les romans pour voir les différences. Du coup, je trouve effectivement que l'adaptation Netflix est beaucoup moins toxique, hein. C'est sûr que si on part on part de par le bas, là, hein. Donc oui, forcément, ça va mieux, hein. Mais du coup, voilà, j'aimerais lire les bouquins pour voir les différences, en fait. C'est de la pure curiosité. Mais c'est pas bon, hein. Ah, par contre, ça se lit vite. Ah, ça, c'est Page Turner, pas de problème. Enfin, Page Turner, je me suis fait chier, mais bon, ça se lit vite, tu vois, genre, c'est pas compliqué à lire, tu vois, vraiment, c'est nul. Je le déclin. Ah, mais je le déclin, mais en même temps, il faut. Ah, il faut. Ah, non, c'est pas... On pourrait dire écrit avec le cul. Ça marcherait en plus au niveau du fait que, bah, il y a beaucoup de cul dedans, quoi.
Donc voilà, prochaine étape Colin, donc vous me retrouverez dans le prochain update lecture avec le même bouquin, si je l'ai pas balancé par la fenêtre avant, rien n'est moins sûr. Et on termine avec, pour le coup, une très belle lecture, La fileuse d'argent de Naomi Novik. Et ça, c'était cool. On est sur un bouquin, donc Naomi Novik, j'avais déjà lu Déraciné de sa part, que j'avais adoré. Je l'aime un peu moins celui-ci, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. C'est l'histoire de 3 jeunes filles différentes, Myriam, Wanda et Lizzie, je crois. Non, Irina, pas du tout Lizzie, Irina. C'est 3 femmes différentes dans un royaume, et elles ont toutes les 3 une position différente. Et elles essaient toutes les 3 de s'en sortir, alors qu'elles ont des hommes, on va dire, pas fous dans leur entourage. Hein. Irina se retrouve mariée avec un duc qui est possédé par un démon. Wanda a un père alcoolique qui la tabasse. Et Myriam, pour le coup, se retrouve mariée à... Enfin, pas mariée, mais se retrouve à passer un accord avec un démon, mais de glace, pour le coup. Donc on n'est pas aidé, hein, niveau présence masculine cool. Il y en a. Il y a des très bons mecs à l'intérieur. Rassurez-vous. Enfin, rassurez-vous. Oui, si, ça fait du bien quand même. Et du coup, l'histoire est très belle. La plume est magnifique. Très... en même temps, pour le coup, Naomi Novik, je pense que elle maîtrise aussi très bien son travail. On est bien emporté dans l'histoire. Pour le coup, c'est vraiment un roman à lire en hiver, sans problème, parce qu'il y a la glace qui envahit en fait notre monde. Enfin, à l'époque médiévale. Hein. Et du coup, il n'y a plus de printemps. Il y a un hiver permanent. Du coup, forcément, les gens ont faim, hein, n'ont plus de pognon. Et la plume est belle. Les persos sont cool. C'est un peu confusant parfois parce qu'on sait pas les chapitres en fait à chaque fois on change de narrateur et c'est pas dans le même ordre. Du coup parfois t'es en mode attends on est avec qui là? Donc il faut quelques lignes pour cerner. Maintenant honnêtement tu comprends très vite, hein, t'as 3 filles différentes. Le contexte est assez différent pour pas se paumer. Voilà, la plume est belle, le monde est cool, les persos sont cool. C'est pas un coup de cœur. Mais c'était un excellent moment et je le recommande avec grand plaisir. Là, voilà, ça peut être un... Je pense que ça peut qu'être un bon moment. Et c'est fini. Oh mon dieu. Eh, mais j'étais motivée. Hein. J'étais motivée là. En même temps, il y en avait 2 qui m'énervaient. C'est rare. En même temps, j'ai lu beaucoup de romans. Hein. D'habitude, dans un update, il y a 3-4 romans max. Là, il y a le double. Donc logiquement, il y a le double de coups de gueule et le double de coups de cœur. C'est évident. Je vous laisse donc là. Je vous laisse, s'il vous plaît, me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de mes lectures. Est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir certaines? Est-ce que vous en avez déjà lu certaines d'ailleurs? Est-ce que par exemple vous avez déjà lu Nos cœurs aidants? C'est un très bon livre, hein, vraiment. Juste traumatisant, mais très bien. Est-ce que vous avez lu Bridgerton? Racontez-moi tout. Je vous fais 1000 bisous. On se retrouve très très vite. Je vais boire un petit peu de verveine citron. Et je vous aime très très fort. Mouah.